Je suis ravi de vous présenter Christian Prunier. Bonjour. Bonjour. Parce que j'ai été frustré, Monsieur Prunier, il y a quelques années, au moment de la sortie de ce livre, de ne pas pouvoir aller plus loin dans l'échange, parce que je pense qu'on n'avait pas suffisamment de temps. Donc je me disais que ça valait le coup de vous réinviter pour cet intensément sartois. Peut-être que vous êtes le dernier authentique charcutier sartois, ou l'original Sans doute pas en matière de rillettes. Ah oui, c'est-à-dire que ma particularité, c'est d'avoir été conçu pour travailler dans l'entreprise familiale. J'en ai le sentiment, le ressenti, puisque je descends par ma mère, mon père... D'Albert l'Huissier. D'Albert l'Huissier, là par mon père, donc, puisque Albert l'Huissier était le grand-oncle de mon père, oui. Et par les femmes, par Madame L'Huissier, Blanche L'Huissier, que j'ai bien connue, puisqu'ils ont vécu tous les deux jusqu'à 90 ans. Ils sont morts à 6 mois d'intervalle, un couple qui s'entendait très bien. Et ils mangeaient des rillettes pratiquement tous les jours. Et ils sont morts quand j'avais une quinzaine d'années. Donc une vraie saga. On vit rillettes dans la famille depuis 100 ans. Depuis 1900, en fait. Le début de l'histoire, c'est 1900. Et mes grands-parents ont fait un acte fondateur de créer leur propre charcuterie en 1931 à Conneré. Mais ils l'avaient créé auparavant en 1926 à Saint-Calais. Alors ce qui est fabuleux, c'est que donc c'était des artisans, bien évidemment. Oui, bien sûr, oui. Petit à petit, avec le temps, on va y revenir un tout petit peu tout à l'heure, mais on ne va pas raconter toute l'histoire en détail parce qu'on n'aura pas le temps. Mais avec le temps, vous êtes devenus des industriels. Et malgré ça, ça reste en famille. En l'occurrence, vous avez fait 4 garçons. Félicitations. 3 une fille. Moi, je n'avais pas vu qu'il y avait une fille, excusez-moi. Oui. Bon, et il y a 2 des garçons qui ont décidé de continuer. Oui, 2, puis même le 3e, qui est le second dans la fratrie, qui m'a rejoint là pour une mission à l'export, puisque c'est tout nouveau, c'est venu. Mais effectivement, j'ai mes 2 autres fils, Léonard et Théophile, qui sont là depuis 7 à 8 ans. L'un au commercial et aux finances, l'autre au marketing, à la qualité. Alors on va essayer de comprendre avec vous, pendant ce quart d'heure qu'on va passer ensemble, comment vous arrivez à faire passer cette passion de père en fils. Passion qui est forte. Alors d'abord, vous êtes un vrai passionné des rillettes. L'histoire, vous la connaissez évidemment parfaitement. On en parlait déjà du temps de Rabelais ? Ah oui. Alors, oui, Rabelais, ça remonte, ça s'appelait des rillets, des rilles. Et ça remonte au Moyen-Âge, mais sans doute auparavant. Il faut bien savoir que au départ, c'est un produit fermier. C'était une façon de conserver de la viande de porc dans les saloirs. C'était des rillettes qui étaient conservées dans des terrines en grès, très gras et très salés pour la conservation, de façon à pouvoir... C'est-à-dire que chaque fermier faisait ses propres rillettes dans la région de l'Ouest, le Maine notamment. D'ailleurs, on retrouve des cousins des rillettes au Canada, au Québec. Ils se sont exportés, enfin les rillettes se sont exportées en même temps que les personnes. En même temps que les personnes, voilà, oui. Ah bon ? Ah oui, donc les rillettes, c'est un produit qui permettait... Aujourd'hui, il y a des rillettes canadiennes. Ça ne s'appelle pas des rillettes, oui, on retrouve des traces de rilles. Ah d'accord. C'est riel, c'est pas des rillettes, c'est pas tout à fait pareil. Les évolutions sont différentes, oui. Alors, c'est pas des grosses consommations là-bas. Mais c'est quoi la consommation ici d'ailleurs ? En France, la consommation globale de rillettes est de l'ordre de 25 000 tonnes par an. Ça fait combien par habitant ça ça, je ne saurais pas vous dire. Mais dans l'Ouest, en tout cas, mais dans l'Ouest et la région, nous, dans la Sarthe, on consomme 4 à 5 fois plus de rillettes que dans le reste de la France. La grosse consommation, c'est l'Ouest et la région parisienne, pour des raisons historiques dont sans doute nous allons parler. Ah bah oui, alors merci l'automobile et merci la compétition automobile. Alors la compétition, voilà, c'est grâce au circuit de la Sarthe qui a été créé en 1906, qui s'appelait Circuit la Sarthe et qui passait dans les villages Conneré, Le Mans, Saint-Calais et qui a attiré un certain nombre de touristes et qui venaient en train à la gare qui s'arrêtait notamment à la gare de Conneré-Bélier et qui venaient voir le circuit passer dans le village de Conneré, puisqu'il y avait un virage délicat là où était le magasin de mon grand-oncle et ma grand-tante, M. Alain L'Huissier. Et donc ces charcutiers, lui et d'autres charcutiers de Conneré, ont fait savourer leur rillettes dans des casse-croûtes. C'était pas des sandwichs, mais c'était des casse-croûtes. Et les touristes ont trouvé qu'elles étaient particulièrement bonnes, ces rillettes. Je comprends qu'on craque. De toute façon, nous-mêmes, on continue à craquer. Et puis, en fait, la communication
communication s'est faite grâce aux cheminots, puisqu'il a eu l'idée aussi de servir des rillettes à la gare de Conneré-Bélier. Et les cheminots se sont fait les ambassadeurs et des transporteurs des rillettes jusqu'à Paris, là où les marchands forains venaient chercher des rillettes et faire découvrir les rillettes en casse-croûte aux Parisiens. D'où aujourd'hui la plus grande consommation de rillettes encore dans l'ouest et la région parisienne. Vous donnez l'envie de faire un documentaire. Elle a été fait un documentaire sur l'histoire un peu des rillettes, etc. Ah oui, alors moi-même j'ai fait un livre. Télé. Oui, à télé, il y a eu une très bonne émission lors des 24 heures du Mans qui a retracé un peu l'histoire des rillettes, mais au travers de Conneré, puisque mes parents ont construit une entreprise, une fabrique de rillettes dans les années 1960 au pied de l'église de Conneré, là où nous avons dû quitter parce qu'elle était trop petite, mais ça reste un endroit un peu privilégié puisque c'est une des seules vieilles fabriques de rillettes des années 60 qui a persisté jusqu'ici. C'est là où vous vouliez faire votre musée ? Voilà, mon rêve c'est de faire parce que c'est vide pour l'instant. Ça sert de temps en temps à des expositions. Des réceptions ? Pour réunir notre personnel, puisque nous sommes 150 à 180 personnes, ça dépend des périodes. En ce moment, par exemple, nous sommes 200 personnes dans notre entreprise par rapport à la préparation des produits de fin d'année. Et nous nous réunissons là, et aussi nous recevons nos clients. On a encore des vieilles marmites qui étaient à ce moment-là cuites au feu de bois. Bon, en tout cas, ça donne envie quand on regarde effectivement les différents produits que vous avez développés. Ça a été votre innovation à vous quand vous êtes devenu le responsable de l'entreprise en 81. Vous aviez 34 ans, si j'ai bien coté. Oui, sûrement. Vous aviez fait un DES de gestion à Paris 9 Dauphine. Et donc, votre innovation, ça a été de dire... Je fais des catégories de produits, c'est ça ? Alors oui, c'était l'époque, les années, quand j'ai pris la direction de l'entreprise, c'est en 1972 que je suis devenu le dirigeant, ou 1992. Je suis arrivé en 72 et j'ai pris la direction générale en 1980, voilà, exactement. Et donc, nous avions besoin de spécialiser nos outils de production. À l'époque, nous fabriquions tous les produits de charcuterie, y compris le jambon blanc et même du porc frais. Et nous avons dû nous spécialiser pour avoir une production plus productive, je dirais, et puis aussi investir dans des outils coûteux. Donc nous avons limité nos productions à l'époque en rillettes, pâtés et ballotines. Et puis depuis 2 ans, nous avons redéveloppé une gamme de produits de terroir, saucissons à l'ail, andouillettes, petits salés, rillons, etc. Toute une gamme de spécialités charcutières que nous faisons au même niveau de qualité qu'autrefois, c'est-à-dire sans phosphate, vraiment des produits plaisir. Puisque moi, mon plaisir de travailler, c'est d'une part avoir de l'harmonie autour de moi dans l'entreprise, et puis aussi de faire des produits d'excellente qualité. Alors c'est intéressant parce que voilà, vous parlez avec passion de votre métier, mais aussi de votre entreprise. Alors, on a évoqué ce livre dont vous allez voir la couverture, je pense, dans un instant, Savouron avec la Maison Prunier, que vous avez édité en 2008. Absolument magnifique. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais été passionné. On y découvre la manière dont vous avez souhaité développer l'entreprise citoyenne qui permet de développer la connaissance de soi, avec un idéal d'intégrité. Je ne fais que vous citer, des valeurs, diversité, détermination, dépassement. Et alors, un truc plus compliqué, le mode sociocratique de gouvernance. Alors en fait, oui, c'est un grand mot pour dire que les décisions doivent être prises avec les personnes qui sont concernées par la décision. C'est-à-dire c'est une décision, il est important d'avoir des objections et de pas tout... je suis pas du tout le genre de patron à décider pour tout le monde, donc j'ai besoin, moi, de concertation et aussi d'un tour de table pour prendre des décisions. Donc dans mon comité de direction, chacun a à prendre parole, à s'exprimer et à émettre ses objections. Oui, c'est un système qui paraît compliqué, mais en fait qui se fait dans l'habitude et puis qui correspond à un état d'esprit. Alors l'état d'esprit qu'on découvre aussi à travers la charte de vie relationnelle avec les personnes en autorité de Jacques Salomé, ou encore les règles de l'hygiène relationnelle. Ah oui. Bon, effectivement, c'est pas un discours, on va dire, tout à fait commun. Non, mais il se trouve que le métier de charcutier a évolué beaucoup. C'est devenu aujourd'hui, c'était dans les années 2000, 90-2000, un produit de sécurité des aliments. Nos ateliers sont des ateliers, certains sont même des salles blanches, donc comme des salles d'opération, pour assurer une parfaite sécurité de nos aliments. Et j'ai trouvé que l'expression de Jacques Salomé, qui est un formateur en relations humaines, il a lui-même développé la notion des
d'hygiène relationnelle, et je trouvais que c'est bien adopté. Et ça veut dire, c'est basé sur des règles de respect de soi, en fait. C'est tout simplement le respect de soi, ne pas couper la parole des collaborateurs quand on parle les uns les autres, déjà s'écouter. C'est important de s'écouter. Hein. Quand on est un chef d'équipe ou quand on dirige une entreprise, il y a d'abord, bien sûr, à prendre des décisions, c'est notre rôle. Et puis après, c'est d'écouter ce qui se passe. Et puis de communiquer, de voir avec les personnes concernées, et puis après de restructurer, organiser en fonction de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a partagé. Donc ça va être facile pour moi. Vous avez écouté Léonard et Théophile pour faire que la rillette devienne ou reste un produit jeune, qu'on continue à innover. Donc il y a des rillettes de porc, de canard, d'oie, de poulet. De poulet, oui, c'est le grand développement des années 2008-2005. C'est une innovation qui a une belle réussite. Et nous-mêmes, nous avons créé une recette de poulet au citron confit aux olives, donc plus orienté esprit méditerranéen, avec des saveurs assez fortes, et qui est un produit qui vraiment fait son bonhomme de chemin. Oui, c'est un bon développement. Et puis, alors c'est là qu'on apprécie notre terroir. Oui, ça, c'est toutes les médailles que vous avez eues. Alors c'est impressionnant. Au concours général à l'école de Paris en 2013. Et puis, vous avez aussi une autre petite fiche comme ça sur les 8 médailles d'or, les 9 médailles d'argent, les 3 médailles de bronze, toujours à Paris. Au concours général agricole de Paris, où nous sommes régulièrement sur le podium, et puis aussi au concours de Mamers, puisque le concours de Mamers, c'est vraiment un concours de professionnels pour les rillettes. Le concours général de Paris, c'est orienté pas seulement rillettes, pâtés, ballotines, et depuis peu de temps, parce qu'il n'était pas ouvert ce concours aux charcuteries. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir régulièrement des médailles d'or, d'argent ou de bronze. Et c'est très stimulant, parce que toute la profession se trouve stimulée. Bien sûr, nous sommes fiers d'avoir des médailles, nous, pruniers, mais nos confrères en ont également. Et du coup, c'est une évolution vers le haut de gamme de la profession. Alors justement, parlons du haut de gamme quelques secondes. On a vu une publicité il y a un instant pour les poulets de Loué. C'est du label rouge. Vous faites du porc fermier sartois, label rouge également. Enfin, je dis vous faites, vous utilisez... On a lancé en 99 des rillettes de porc fermier label rouge. Oui, pour nous distinguer d'une rillette plus standard, je dirais, puis aussi en lien avec la qualité des porcs fermiers label rouge. Bon, alors pourquoi... Notamment qui sont fabriqués dans la Sarthe avec le porc fermier sartois. Alors, pourquoi monsieur le vice-président de l'Organisation des producteurs des rillettes du Mans et de la Sarthe et monsieur l'administrateur de la Fédération française des industriels charcutiers et traiteurs, pourquoi Tours à l'IGP et pas la Sarthe? Alors l'IGP, comment ça s'appelle? Indication géographique protégée. Merci. Oui. Alors, tout simplement parce que Tours n'a pas eu d'opposition de la part des autres industriels français. Parce qu'ils n'étaient pas dangereux? Parce qu'ils n'étaient pas dangereux, et puis parce que, oui, je dirais peut-être pas le mot dangereux, mais parce que la part de marché des rillettes de Tours est faible, c'est peut-être 500-600 tonnes. C'est des fabrications essentiellement artisanales. D'ailleurs, le dépôt d'IGP a été fait par des artisans, il n'y a pas d'industriels. D'accord. Et que nous, Sartois, nous avons eu à faire, et nous avons toujours à faire front à des oppositions de fabricants de rillettes du Mans, qui utilisent le mot rillettes du Mans en Bretagne, et initialement, d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, à Tours, 2 fabricants de Tours fabriquaient des rillettes du Mans. Parce que les rillettes de Tours se vendaient moins. Et là, nous refaisons un 3e dossier là, qui va passer au début de l'année dans le cadre d'une organisation regroupant les artisans charcutiers, les artisans bouchers charcutiers et les industriels de charcuterie de la Sarthe, sartois, auprès de l'INAO, et obtenir un agrément. Donc je dirais qu'on a eu 3... Et ce sera pour une appellation rillette du Mans ou rillette de la Sarthe? Alors l'appellation, on a été amené à la simplifier, à la limiter à rillette du Mans. Au départ, on a le premier dossier demandé rillette du Mans, rillette de la Sarthe. Ça a été rejeté, donc on s'est concentré sur l'appellation rillette du Mans, qui est celle la plus porteuse au niveau et la plus vendue. Commerciale. Oui. Mais ça, j'ai eu bon espoir. Et le président aujourd'hui, et M. Omaï, le président qu'on a reçu il y a peu de temps, oui. Qui travaille avec moi. Moi, ça va faire toute ma vie professionnelle depuis 25 ans que je me bats pour l'obtention des rillettes du Mans.
Est-ce qu'on trouve encore votre bouquin quelque part ou pas? Non, je pense pas. Enfin, il va être proposé en librairie chez Doucet ou chez toi, oui. D'accord. Parce que là, il y a eu un très bon livre qui est sorti. Il y a des recettes. récemment. Non, mais sur votre bouquin, alors, il y a évidemment l'histoire de l'entreprise, etc. C'est absolument passionnant. L'histoire aussi des rillettes, puis alors des recettes. Oui, on a proposé 40 recettes pour mettre en valeur nos produits. Notamment un truc tout simple, qui est une recette de M. Ricordo, le grand chef d'autrefois de Loué, qui proposait à ses clients des rillettes du Mans sur un champignon de Paris équeuté, un petit champignon de Paris, passé au four légèrement, et du coup, ça fait un apéritif parfait. Bon, et puis vous disiez, oui, un autre excellent bouquin, écrit par Denis Esquerra, qu'on a reçu il y a quelques mois, vous vous en souvenez probablement, et chez Libra Diffusio, très, très moderne en plus. Enfin, puis qui refait un panorama des différents fabricants, dont M. Gallet, une entreprise de Pont-de-Gênes qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est un bon historique des différents fabricants de rillettes. Bon, je serais toujours frustré à vous recevoir, parce qu'on n'a jamais le temps de dire tout ce qu'on a envie de dire. Merci infiniment, Christian Prunier, de nous avoir parlé un peu de vous. Du coup, on n'a pas eu le temps de parler de la peinture, de la musique et des voyages qui sont quand même aussi des passions à côté de votre entreprise. Oui. Oui, tout à fait, mais c'est un tout, en même temps. Ouais. Merci Christian Prunier, merci de nous avoir suivis. Alors on ne se donne pas rendez-vous la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous sommes dans la période de fête, de fin d'année, et pendant 2 semaines, vous aurez un programme festif sur LMTV avec de très très belles retransmissions et captations. J'ai peut-être même le programme de jeudi, c'est Coulennes chante Piaf, donc les enfants de Coulennes qui chantent Édith Piaf, ça a été enregistré à Henri Salvador au mois de janvier 2013. Bonne semaine et bonne fête.